Et on va donc accueillir nos prochains intervenants. Donc merci, je remercie encore tous les participants pour toutes les questions et tous les commentaires qui viennent. Je les prends au fur et à mesure, j'en fais un peu ma sauce. Peut-être parfois, il y en a une qui passe à la trappe, mais en même temps, c'est très riche et on a plein de choses à se dire. Alors pour cette table ronde numéro 1 que je vais... Alors juste avant de la montrer, effectivement, la table ronde, je vous montre quand même la couverture du manifeste pour un urbanisme circulaire que vous avez écrit, Sylvain Grisot. Vous venez de mettre également, ou quelqu'un vient de mettre en tout cas, le lien dans le chat, le lien vers un article qui en fait une synthèse et qui est actualisé au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce petit article. Dans la séance de publicité, elle sera très courte. J'invite surtout ceux qui sont intéressés à avoir des retours d'expérience à s'inscrire sur la newsletter qu'on fait sur Dixit.net, puisqu'on fait justement des retours d'expérience sur l'idée qu'il y a plein de choses qui ont déjà été inventées. Alors parfait, parce qu'il y avait justement une question, est-ce que vous avez des retours d'expérience? Donc voilà, sur le lien, vous allez vous inscrire ensuite sur la newsletter et il y aura tout ça. Alors, cette première table ronde, elle porte, comme je vous le disais, sur les bâtiments tertiaires. Et nous allons du coup accueillir pour en parler Nathalie Gontiez de l'ADEME Occitanie au pôle transition énergétique qui travaille en particulier sur les bâtiments tertiaires et nous parlera là du contexte national en cours et en évolution sur ce sujet, ainsi que Thierry Salomon qui est vice-président de Negawatt, qui est connu aussi ici pour être l'artisan de la trajectoire REPOS. Et on accueillera également Jessica Gilg. On m'inquiète un peu parce que je ne les vois pas arriver. Jessica Gilg de la région Occitanie, voilà Nathalie. Et Lionel Vidal, gestionnaire de l'essai général et technologique Pablo Picasso de Perpignan, pour un témoignage sur la partie lycée, les bâtiments tertiaires, en particulier les lycées. Alors bonjour Nathalie Gontiez, qui nous rejoint. Jessica nous rejoint également. Et on va voir si on a Thierry qui nous rejoint. Lionel et Thierry devraient arriver dans la seconde qui vient. Bonjour à tous, merci d'être là. Voilà, bonjour. Et voilà également Thierry. Alors on a un petit écho, on verra qui. Je vous propose, quand vous ne prenez pas la parole, de fermer votre micro et je pense que ça devrait se régler. Vous avez un bonjour spécifique Nathalie dans le chat. Alors, on va commencer sur cette première table ronde par brosser le tableau là, sur le contexte national sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Et je vais vous interpeller à vous, Nathalie Gontiez, sur ce tour d'horizon et sur les enjeux qu'on voit. Qu'en est-il aujourd'hui à l'échelle nationale? Et il me semble qu'il y a des actualités aussi au niveau du décret tertiaire. Vous allez nous en dire quelques mots. Oui, ce que dans les messages à faire passer, il y a plusieurs sujets. Donc d'une part, je pense qu'on a tendance à résumer aujourd'hui le secteur tertiaire, là vous le voyez avec beaucoup de chiffres à l'écran, à 2 ordres de grandeur sur les enjeux énergétiques. Ça représente moins en mètres carrés que le logement, puisque vous voyez, c'est à peu près un quart du parc, des consommations. Donc ça veut dire que les mètres carrés, le bâti au mètre carré consomme plus que le logement en moyenne, toujours en moyenne. Et on a tendance souvent, quand on parle du secteur tertiaire, à imaginer, enfin dans notre inconscient, on voit un bureau, une mairie, enfin des bâtiments publics, alors qu'en fait c'est vraiment une très très grande diversité d'usages. Vous voyez sur la droite, là, il y a les commerces, les bureaux, l'enseignement, de la maternelle à la fac, les hôpitaux, le monde de la santé, tout ce qui est équipement sportif, avec des bâtiments qui, du coup, notamment sur ce volet-là, sont plus des équipements qui consomment beaucoup que des bâtiments. Donc, tous ces secteurs, vous voyez quelque part, en fait, dans les grands volumes, certes, vous avez les bureaux qui sont en tête à la fois des mètres carrés et des consommations, mais ça reste quand même que 20-25% du parc tertiaire. Les commerces, c'est à peu près le même poids. Et ensuite, donc, on est sur des bâtiments qui sont plutôt plus gros, mais qui finalement, globalement, pèsent un peu moins lourd. Donc, le message à retenir, c'est qu'on est vraiment sur une très grande diversité, donc une très grande variété de besoins énergétiques aussi. Et ce qui est important d'avoir à l'esprit, je pense qu'on oublie, parce que ces chiffres, on les voit partout,
c'est qu'ils sont basés sur des statistiques et des enquêtes de branches qui se limitent en fait à 8 branches. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui souvent de mètres carrés chauffés. Vous voyez sur le petit alinéa que ces enquêtes excluent, enfin, tous ces chiffres excluent du périmètre des entrepôts, les data centers, enfin tout un tas de le monde de la gestion de l'eau, des déchets, tout ce qui est évidemment éclairage public, l'artisanat. Donc il y a énormément d'activités qui consomment de l'énergie qui sont exclues de ces statistiques nationales. Et ça, donc, c'est pas une spécificité régionale. Enfin, je veux dire, c'est des données. On a une méconnaissance quand même assez forte du secteur tertiaire, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Et on a, pardon. On a une idée du poids énergétique des data centers. On en parle beaucoup. C'est une question qui vient dans le chat. On en parle beaucoup en ce moment. Ce que vous dites, c'est qu'on ne sait pas, en fait. C'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Et puis, c'est presque le système global qu'il faudrait quantifier. Il y a des chiffres, hein, je ne les ai pas en tête, mais il y a eu des études qui ont été faites sur le poids global du numérique au niveau mondial. Oui. Donc une vraie grande complexité à caractériser et à traiter. Oui. Donc Thierry en parlera ensuite. C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions quand on a travaillé sur ces chiffres d'évolution du parc tertiaire, parce qu'il y a énormément. Déjà, c'est difficile d'avoir des données. En plus, elles sont d'une fiabilité relative, comme je le disais. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui. Et du coup, il y a des évolutions aujourd'hui, réglementaires, mais pas que, vous me direz, qui apportent du nouveau. Oui, l'évolution réglementaire, alors certes, on peut dire qu'elle concerne qu'une partie du parc, puisque vous voyez, c'est les établissements de plus de 1000 m², mais quand même, finalement, il y en a beaucoup dans le secteur tertiaire, de bâtiments de plus de 1000 m² et d'établissements, puisque ça peut être aussi un groupe de bâtiments. Et le décret là, qui est sorti en 2019 et aujourd'hui donc en vigueur a plusieurs mérites. Le premier, c'est que les gestionnaires de patrimoine vont être obligés de se questionner vraiment et de parler en objectif de résultat. Enfin, il y aura une performance à atteindre, une vraie rigueur dans la gestion du patrimoine à avoir. Vous voyez les objectifs qui peuvent faire peur, là, moins 40%, moins 50%, moins 60% en 2050, mais finalement, c'est que le reflet de presque 30 ans, je dirais, d'inactivité. Enfin, on n'a rien fait. Hein. Les chiffres, les ambitions nationales, elles sont sorties il y a peut-être pas 30 ans, mais au moins 25 ans. Le décret a mis plus de 10 ans, peut-être même 15 ans à sortir. Donc, il y a un vrai frein au niveau du système dans son ensemble. Donc, du coup, l'enjeu paraît important, mais il y a une vraie réflexion à avoir sur le patrimoine de ce secteur-là en particulier, et bien évidemment pas que, puisqu'on a parlé du logement tout à l'heure, la problématique est un peu la même. Donc tout ça pour dire que les gestionnaires de patrimoine vont devoir se questionner donc à l'horizon 2050 sur le devenir de leur bâtiment, bâtir un plan d'action. Un plan d'action qui ne doit pas se traduire que par de la rénovation, puisqu'on est vraiment sur de la consommation, vous voyez, finale. Donc, il faut que l'usager soit impliqué dans cette évolution, parce qu'il y a autant des actions sur le quotidien que des travaux sur le bâtiment à mettre en œuvre pour y arriver. Et puis, ce que je le disais, il faut vraiment avoir une réflexion globale. Et tant qu'à y être, cette réflexion globale, je pense que le décret tertiaire pour ça est une opportunité de se re-questionner sur ce qui a été cité tout à l'heure, le confort d'été. Alors, c'est un terme que j'aime pas trop parce que finalement, on a tendance à imaginer juillet, août. Là, c'est pareil. Mais quand on réfléchit dans notre région, on est plutôt sur 6 mois de problématiques de chaleur plutôt que 3 aujourd'hui. L'Occitanie, c'est une vraie diversité de climat et donc autant de petites évolutions climatiques entre la mer et la montagne. Donc, se questionner sur le fonctionnement global du bâtiment, sa capacité à absorber ces pics de chaleur, ça c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il faut profiter de ces plans d'action à élaborer pour l'intégrer.
Et puis là, ça a été aussi largement évoqué juste avant. On est un peu à une étape charnière en termes d'évolution sociétale et il faut vraiment essayer de travailler à ce que les mètres carrés qu'on a, dont on dispose aujourd'hui, ils soient le plus utilisés possible, qu'on repense les bureaux. Il y a déjà énormément de mètres carrés de bureaux qui sont vides aujourd'hui et c'est un vrai challenge d'arriver à faire quelque chose de tous ces bâtiments et de ne pas à construire à tout va des bâtiments qui auront une très courte durée de vie aujourd'hui. Autant d'éléments qui vont être tout à fait illustrés par les échanges qu'on aura tout à l'heure avec également Jessica et Lionel, comme on l'a vu dans les échanges préalables. Je vous laisserai, il y a une question un peu technique, on va dire, dans le chat. Je vous laisserai peut-être y répondre directement, que tout le monde voit la réponse. Je pense que c'est une réponse qui peut être répondue, une question à laquelle on peut répondre dans le chat. Et du coup, au regard de toutes ces évolutions, il y a un enjeu aussi, un outil de travailler sur la trajectoire REPOS et comment est-ce qu'on peut intégrer ces questions-là d'évolution. Moi, j'adore cette idée-là que ça évolue en permanence, donc il faut, je disais tout à l'heure, Cyril Salomon, que vous étiez un des artisans de cette trajectoire, vous remettez sans cesse le métier à l'ouvrage pour affiner au regard aussi des évolutions dont certaines qu'on ne peut pas forcément prévoir. Personne n'avait prévu qu'on se retrouverait, que la moitié de l'humanité serait confinée au même moment il y a un an. Donc, quel est cet outil, Thierry, à quoi ça sert et à quoi ça consiste déjà, comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on en retire de cet outil-là? REPOS, de simulation de cette trajectoire de région à énergie positive et qui comprend à la fois des éléments sur la consommation, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, l'artisanat et la mobilité, et puis également les éléments qui sont liés à la production, et notamment par les éléments sur tout ce qui relève de la production des énergies renouvelables. Et vous le savez, l'idée est de regarder si derrière, à moyen ou long terme, on peut avoir une production par les énergies renouvelables qui soit sur le territoire de l'Occitanie, qui soit supérieure en énergie vitale à la consommation. Alors, on a déjà présenté une première trajectoire, une deuxième, etc. Et parce que c'est un outil qui est en évolution et en mise à jour permanente, notamment avec l'ADEME et l'Observatoire de l'énergie. On a maintenant quelques années de recul aussi, puisque le point de départ, c'est 2015. Donc, on a en gros 4 ans de 2015 à 2019 pour regarder qu'est-ce qui évolue. Mais sur cet outil, on n'avait pas une vision encore très fine, contrairement à la production. On n'avait pas une vision très fine au niveau de la consommation. Et donc, il y a eu un premier travail qui a consisté à mieux déterminer les éléments sur 3 des secteurs, les 3 plus importants qui sont le tertiaire, la résidentielle, dont on va parler tout à l'heure, et puis la mobilité. Et à partir de cette beaucoup plus fine, qu'on appelle d'un terme un petit peu technique bottom-up, c'est-à-dire qu'on va calculer toutes les consommations par catégorie, etc., et agréger tout ça pour avoir un résultat global, on a déjà travaillé sur la question du résidentiel. Ça sera l'objet de la table ronde suivante. Et on a maintenant aussi beaucoup d'éléments concernant le secteur tertiaire. On va retravailler également aussi la question de la mobilité. L'idée est de pouvoir tester un certain nombre de ce qu'on appelle des tirs de simulation, c'est-à-dire de répondre en quelque sorte à la question qu'est-ce qui se passe si, par exemple, au lieu d'avoir la totalité du programme de rénovation qui est prévu, eh bien, on en a simplement la moitié, etc. Quelle va être l'influence sur le résultat final et donc aussi sur l'objectif et la trajectoire de cette région à énergie positive. Est-ce qu'on va sortir de la trajectoire ou est-ce qu'au contraire, c'est un poste qui est plus ou moins, moins important, plus important, déterminer les priorités. Et tout ceci, évidemment, est destiné à améliorer l'ensemble des mesures, à fournir des informations aux prescripteurs et aux politiques. Alors, ce qu'on a fait, c'est
sans rentrer dans le détail, puisque on est en train d'éditer différents cas techniques, et le cas technique concernant le tertiaire va sortir fin juin ou début juillet. Eh bien, c'est qu'on a sectorisé. Et un des problèmes qui a été évoqué pour le tertiaire, et un des problèmes qui a été évoqué par Nathalie Gontiès tout à l'heure, est celui, contrairement au logement, où finalement on a deux grandes catégories, hein, le logement collectif et maison individuelle, là, c'est extraordinairement divers. On l'a bien vu tout à l'heure dans ce qu'a indiqué Nathalie Gontiès. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait déterminer une centaine de catégories, etc., et puis additionner tout ça au risque de n'y voir pas clair? Pour l'instant, on a fait un premier travail qui permet d'avoir une analyse globale au niveau du tertiaire et donc de bien se coupler ensuite avec le scénario REPOS, de renvoyer en quelque sorte au scénario REPOS à la fois l'ensemble des consommations des différents vecteurs énergétiques utilisés. Et on a retenu donc 4 catégories en distinguant sur l'existant au-delà de 1000 m² et en dessous de 1000 m² par rapport effectivement à ce décret tertiaire. Tout ce qui relève en quelque sorte du tertiaire déjà existant de catégorie A, B au sens de l'étiquette énergie et du neuf de 2015 et puis de ce qui va être rénové. Ça permet à ce moment-là de bien déterminer quel est le niveau de rénovation auquel il faut arriver à venir. Alors, avec une distinction sur les différentes consommations, chauffage et ECS et chaude sanitaire, la question de la climatisation, bien sûr, qui est très importante, l'électricité spécifique, cuisson, éclairage public, et une détermination des vecteurs énergétiques, c'est-à-dire de la nature de l'énergie qui va être délivrée à l'ensemble des bâtiments. D'accord. Et du coup, on a déjà les résultats sur la sortie. Alors voilà, donc là on a quelques hypothèses qui ont été prises, c'est-à-dire au fur et à mesure on a affiné les hypothèses, on a regardé si on était, où est-ce qu'on était en quelque sorte par rapport au scénario précédent, puisqu'on en est à la version 2.5, la version 3 de REPOS, ce sera pour la fin de l'année. Et donc un point qui est évidemment très important, hein, comme dans les autres c'est la question de la population. On part de ce qu'on appelle la trajectoire centrale de l'INSEE, et vous voyez que cette trajectoire entre 2015 et 2050, c'est accueillir 1,1 million d'habitants en plus. Hein. C'est quelque chose sur lequel on ne pourra que très difficilement jouer. Il faut donc en tenir compte, et ces habitants, évidemment les chauffer, il faut qu'ils puissent se mouvoir, mais il faut aussi fournir des équipements tertiaires liés à ce plus que million d'habitants. Et donc une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'on va quand même augmenter, où est-ce qu'on va arriver? C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de tertiaires. Est-ce que là il y a une question de limitation? Et donc il y a un jeu qui est assez complexe entre la rénovation, ce qu'on pourrait appeler la construction, et puis les démolitions ou les restructurations. C'est-à-dire que je crois, et ça a été un peu indiqué tout à l'heure dans cette question de l'urbanisme circulaire, je crois qu'il y a un vrai travail à faire au niveau de la restructuration. On a un manque de fluidité en quelque sorte souvent des bâtiments, de flexibilité, et donc il y a un travail de restructuration, et évidemment comptabiliser dans la partie restructuration les bâtiments sur lesquels on gardait en quelque sorte l'ossature, mais avec un changement de fonction à l'intérieur, bien entendu. Et le jeu est assez complexe parce que on a besoin de neuf, évidemment, pour tenir compte de ces besoins du million d'habitants en plus. Est-ce que la rénovation, à quel rythme faut-il faire la rénovation, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail des pourcentages qui ont été pris, mais on a maintenant une idée précise de ce qu'il faudrait faire. On va en parler après tout à l'heure.
Et puis, on a donc un résultat à ce moment-là sur l'évolution des stocks, de façon simplifiée sur ce graphique. L'idée, c'est, au final, c'est pratiquement la totalité, 95% du parc existant qui est aujourd'hui de classe C et supérieure et qui est soumis au décret tertiaire, donc au-delà de 1000 m², qui sera renouvelé. Alors renouvelé au sens large, c'est-à-dire soit il est sorti du stock, des stocks en quelque sorte, puisqu'il va être démoli, reconstruit, il fait l'objet d'une rénovation et la simulation définit des niveaux de rénovation qui doivent être cohérentes aussi à la fois par rapport au décret tertiaire, mais aussi par rapport aux objectifs finaux. Mais on va avoir aussi du tertiaire neuf, et au final, on a une augmentation du tertiaire qui est de l'ordre de 70 millions de mètres carrés. Alors, attends, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, c'est des mètres carrés bâtis et chauffés. Dans cette analyse, on a des mètres carrés tertiaires qui ne sont pas chauffés, qui sont des entrepôts, qui sont des espaces, je dirais, de techniques, par exemple, etc., et qu'on a enlevé. C'est une grosse difficulté, d'ailleurs, ce travail, ça a été mentionné en termes statistiques. Et on montrait aux alentours de 95 millions de mètres carrés. Donc, il y a bien quand même une augmentation du tertiaire. On gèle pas le tertiaire parce qu'à ce moment-là, on aurait une baisse très significative du nombre de tertiaires par ce qui n'est pas retenu dans ce scénario. Donc, il y a un certain nombre d'enseignements dans ces tirs de simulation. Oui, par exemple, sur l'évolution du rythme, en termes de construction neuve, c'est sur ce graphique, ce qui est en couleur marron clair. Et bien à ce moment-là, on a une baisse de la construction neuve qui n'est pas drastique, mais qui est de l'ordre de en rythme 1% par an par rapport à ce qui se faisait l'année d'avant. Voilà. Donc, il y a quand même une persistance de la construction neuve qui est liée à cette augmentation de population. On ne peut pas tout bien entendu, mais il y a aussi et surtout un programme tout à fait important de rénovation et sur lequel il faut aux alentours de 1,7 million de mètres par an à mettre au regard des 78 millions de mètres carrés qui sont aujourd'hui notre stock de 2000. Donc vous voyez que c'est considérable. C'est un effort qui est au niveau de résidentiel et qu'on n'a pas vraiment encore abordé aujourd'hui, et sur lequel il est certain qu'il y aura un glissement en quelque sorte du secteur de la construction vers la rénovation qui est considérée comme une rénovation en profondeur. On est sur des divisions de l'ordre de 3 de la consommation d'énergie, ce qui est loin d'être évident et facile sur des bâtiments déjà existants sur lesquels le problème énergétique n'a pas été bien traité. On a souvent des problèmes de pan thermique, on a des problèmes d'inertie, etc. Des fois plus difficiles que le neuf. Alors au final, qu'est-ce que ça donne si on cumule l'ensemble des consommations tertiaires, Donc là, on n'est pas uniquement sur le chauffage, mais on est bien sur la totalité des consommations. La courbe qui est en jaune, c'est la courbe d'il y a 3 ans maintenant, le scénario REPOS version 1, sur lequel on n'avait pas encore suffisamment travaillé en profondeur, en quelque sorte, cette sectorisation. Ce travail aboutit à un niveau un peu supérieur de point de départ, notamment
On tient mieux compte des éléments hors bâti, comme par exemple l'éclairage public ou ce qui a été indiqué tout à l'heure. Il y a d'autres consommations de tertiaires. Donc on part de 22,6 TWh, c'est-à-dire des milliards de kilowattheures, pour arriver pratiquement au même niveau que de la version V1, aux alentours de 14, 13 à 13,5 milliards de kilowattheures. Vous voyez que ça veut dire quand même une diminution qui est tout à fait importante de la consommation de ce secteur-là. Diminution de plus de 40% à l'horizon 2050, avec simplement maintenant une trentaine d'années pour le faire, un peu moins. Donc c'est un très très gros chantier. Comme je l'ai déjà indiqué, qu'on a 1 million de personnes en plus qui vont derrière utiliser ces équipements tertiaires. Et puis, autre conclusion, regardez, puisque maintenant on a un vrai outil de simulation, je pense qu'il n'a pas tellement d'équivalent dans d'autres régions, eh bien, on a regardé en fait réponse à qu'est-ce qui se passe si. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on a une hausse de 1% par an du volume de neuf, pas d'amélioration ponctuelle des éléments de chauffage, parce qu'on tient compte aussi, pas uniquement de la rénovation lourde, mais des améliorations ponctuelles. C'est-à-dire qu'on a considéré, on a modélisé en fait le fait, par exemple, un bâtiment qui ne serait pas par exemple jusqu'en 2040, d'ici là, entre maintenant et 2040, va de toute façon quand même faire l'objet d'un certain nombre d'améliorations, ne serait-ce que des remplacements d'équipements, etc. Donc on a maintenant une modélisation qui est assez fine, et on l'a fait tourner sur toute une série d'améliorations pour voir qu'est-ce que ça donne, et de façon à voir aussi quels sont les points importants. Évidemment, un des points très importants, c'est le niveau d'isolation du bâti, le niveau de rénovation au niveau du chauffage. Si le niveau est trop faible, par exemple, si on a simplement un niveau de réduction de 15% du niveau d'isolation par rapport à aujourd'hui, et non pas d'un peu plus que, eh bien on aura à ce moment-là un résultat de plus de 2,40 milliards de kilowattheures, et donc un point d'arrivée qui va être nettement plus haut que les courbes qu'on a vues tout à l'heure, etc. etc. On voit bien à ce moment-là que ce qui est important, un mot quand même sur la climatisation, elle est importante, moins en valeur absolue que ce qu'on pourrait croire ou craindre, parce que évidemment ça ne porte que sur quelques mois, voire même quelques semaines, lorsque la climatisation est bien utilisée. Et là, on a fait dans le modèle, on a tenu compte de cette bonne utilisation, c'est-à-dire que derrière, il y a aussi sur les climatisations mises en œuvre des régulations, des temporisations, etc., etc. Il peut y avoir un écart énorme entre une climatisation mise trop bas, 24 heures sur 24, pas du tout régulée, pas du tout gérée, etc. Et puis une climatisation qui est simplement en quelque sorte de survie par rapport à des moments physiologiquement très très difficiles, surtout en matière. Ce qui est vraiment interpellant, c'est que ça montre en fait avec cet outil à quel point un choix d'aujourd'hui qui dévie un peu de la trajectoire peut avoir des effets très grands à l'horizon 2050. Et oui, absolument. En plus que là, on a regardé que la partie liée à l'exploitation, à la consommation d'énergie, à l'exploitation. Comme ça a été très bien mentionné tout à l'heure, en réalité, sur un bâtiment, il faut aussi regarder l'ensemble de l'analyse de cycle de vie, et puis regarder pas uniquement que les aspects énergétiques, les aspects qui sont liés aux émissions de gaz à effet de serre, etc. Et un point très important, c'est que c'est cumulatif. On sait bien que c'est le problème du CO2, c'est le cumul dans l'atmosphère. Et donc, si on tarde trop à, par exemple, imaginez un bâtiment qui n'est
rénover qu'en 2045. Eh bien, à ce moment-là, entre maintenant et 2045, toutes les émissions de CO2 vont venir se cumuler. Et en réalité, c'est bien sur les cumuls à 2050 CO2 qu'il faut regarder aussi je dirais la pertinence d'un scénario par rapport à un autre. La question de la temporalité, du rythme de la vitesse est très très importante. Et justement, une modélisation comme celle-ci, c'est pas uniquement quelques millions de chiffres et des gros tableurs Excel avec lesquels on s'amuse. C'est pas ça. C'est fournir le bon rythme de façon après derrière à ce que les mesures soient liées les mesures qui sont prises après derrière, les orientations, les normes, etc., soient liées à ce rythme-là. Et je crois qu'un des points de conclusion, si vous voulez, c'est aussi, enfin, une des conclusions, est de dire attention, il faut maintenant passer de l'aspect démonstratif sur lequel on a travaillé durant presque une dizaine d'années. On commence à savoir ce qu'il faut faire. Maintenant, on a un vrai changement d'échelle qui est pratiquement un changement d'échelle de 1 à 50. On n'a pas encore imprimé en quelque sorte le niveau de changement d'échelle auquel il faudrait arriver, notamment sur les questions de rénovation et tout ce que ça implique. Et en mot de conclusion, je crois que ça vous intéressait d'illustrer un tir de simulation qui montrait qu'au-delà de la technique, il y a aussi une dimension sociétale quelque part dans ces oui. On peut, en jouant sur les aspects de la construction, la démolition, etc., regarder qu'est-ce qui va se passer sur un critère qu'on analyse souvent assez peu, qui est l'évolution de la surface de tertiaire, tout confondu, de l'enseignement, les commerces, les bureaux, etc., par habitant. Alors, en Occitanie, aujourd'hui, c'est une valeur de 13, qui est à 13,6 carrés par habitant. Comparez-le à, par exemple, 2 personnes dans un logement collectif, c'est 33 mètres. Donc vous voyez, on est à peu près par personne, donc on est à peu près au tiers pour la partie liée à la consommation d'espace. Et qu'est-ce qui va se passer si là aussi, on a modélisé et on est dans le scénario REPOS, la trajectoire REPOS, sur une étonnante stabilité. C'est pas une hypothèse de départ, c'est une conclusion. Le neuf, la démolition, etc. Et on est à la fois sur les aspects de démonstration et de volume de construction neuve, sur une stabilité, ça me semble un objectif important, parce que derrière, je rappelle, 1 million de personnes en plus, donc ça veut dire une utilisation du tertiaire, plus de flexibilité, un travail de sobriété sur le partage des locaux, par exemple. On a trop souvent, faut bien se rappeler également des locaux tertiaires, par exemple universitaires ou autres, qui n'accueillent personne. Finalement, c'est 3 mois dans lesquels les locaux sont vides. Et il pourrait y avoir derrière, à condition qu'on ait bien travaillé cette flexibilité dès le départ, des possibilités importantes. De la même façon, les transferts bureau vers logement, si c'était bien conçu dès le départ. Merci Thierry, ça va faire le lien justement avec l'exemple qu'on va voir sur la rénovation des lycées. On l'aura aussi dans le petit temps d'échange. Jessica Gilg et Lionel Vidal, vous allez nous parler justement, ça illustre bien cette question-là, de la rénovation énergétique des lycées. Alors peut-être dans un premier temps, j'aimerais vous entendre, Jessica, pour nous dire quel est votre rôle au sein de la région. Vous accompagnez justement les lycées dans leur démarche. Les lycées qui sont un des types des bâtiments tertiaires, on l'a vu avec Thierry et Nathalie, parmi plein d'autres, des centaines d'autres. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Quel est votre... bonjour, bienvenue, on vous laisse vous présenter et nous expliquer quel est le travail que vous menez aujourd'hui. Oui, bonjour Cécile et bonjour à tous. Donc mon rôle au sein de la région Occitanie, donc je travaille dans la direction de la maîtrise d'ouvrage éducative qui s'occupe en fait de la construction et de l'entretien des lycées de toute la région, au service énergie en tant que chargée de mission planification énergétique.
Donc, j'ai été en fait recrutée voilà, dans le but de mettre en place une réflexion autour de la trajectoire énergétique du parc des lycées à 2050, comme on l'amène du coup, et comme vous venez de le voir, sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc ça fait voilà, depuis 2016 que cette réflexion est engagée. Vous voyez dans la diapo qu'on a aujourd'hui un parc conséquent en termes de bâtiments, avec 4 millions de mètres carrés quasiment, 225 établissements et des factures énergétiques conséquentes également. Des bâtiments qui sont quand même avec un usage intermittent, des disparités importantes d'un lycée à l'autre avec voilà, une certaine hétérogénéité dans les bâtiments. Donc tout ça nécessitait en fait un état des lieux et une planification sur comment on se projette à 2050 pour avoir un parc à énergie positive. Comme en le déclinant en fait par rapport à la trajectoire REPOS. D'accord. Donc ça passe par notamment des gros investissements sur la rénovation énergétique. Tout ce qui est lycée neuf, même si c'est à la marge, on a quand même acté de les engager dans une démarche à énergie positive, donc une démarche BEPOS, pour qu'il n'ait pas en quelque sorte d'impact sur la trajectoire. Et voilà, pour ce qui est des rénovations, on a un rythme qui est assez soutenu, mais sur lequel on s'interroge, voilà, est-ce qu'il faut l'augmenter ou pas? On rénove à peu près 100 000 mètres carrés par an actuellement, et on a des cibles ambitieuses, au moins basse consommation, on va le voir avec le lycée Picasso, sur ces rénovations avec un travail particulier de suivi. Également, je voulais ajouter que voilà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'atteinte de cette cible ne se joue bien sûr pas uniquement au niveau des travaux qu'on va réaliser, mais également au niveau de l'entretien qui va être fait sur les installations, de la sensibilisation des usagers, de l'accompagnement qu'on va avoir auprès des lycées sur la bonne conduite en fait des installations. Donc voilà, on va l'illustrer avec le lycée Picasso en l'occurrence. Ce qui fait complètement écho effectivement avec les propos de Thierry Salomon à l'instant et également de Nathalie Gontier sur le décret tertiaire et les enjeux sur l'exploitation. Lionel Vidal, vous êtes effectivement gestionnaire du lycée Pablo Picasso. Vous avez expérimenté une rénovation récente en partie, mais par contre très performante. Et c'est ce que vous nous disiez effectivement, qu'il y a cet enjeu-là de l'usage derrière pour vous. Comment est-ce que vous le vivez, vous, ce bâtiment, cette rénovation, et qu'est-ce que ça vous évoque, les propos précédemment entendus? Bien, en tant que bénéficiaire d'une rénovation d'un lycée, enfin rénovation partielle, 4 bâtiments ont été rénovés entre 2014 et 2017, j'ai un ressenti, une analyse qui rejoint de manière assez précise les propos de Nathalie Gontier sur à la fois les avantages et les écueils des rénovations ou des constructions de bâtiments publics. En termes de coûts d'exploitation des bâtiments qui ont été rénovés, donc de l'ensemble du lycée, indéniablement, cette reconstruction a généré des économies en termes de consommation de fluides et en particulier de consommation de calories. Par ailleurs, cette rénovation ayant inclus la construction d'une chaufferie au bois, nous avons l'avantage d'utiliser en grande partie des énergies renouvelables, même si ça n'est qu'une partie des énergies utilisées pour chauffer les bâtiments. Nous avons conservé des chaufferies au gaz qui assurent donc le complément en période très froide. Et par ailleurs, donc, nous avons bénéficié d'une gestion technique centralisée
d'outils de gestion qui nous permettent donc d'exploiter ces installations. Et l'un des écueils que je relève, c'est le fait que la maîtrise technique des installations qui sont livrées aux usagers est perfectible. En tout cas, les usagers ne sont pas forcément suffisamment formés au bon usage de ces outils, et par ailleurs n'ont pas forcément la main sur la totalité des fonctions qui permettent de le gérer au mieux. Et donc, je pense que au niveau de la conception des installations et des bâtiments, il serait profitable pour tout le monde de plus concerner les utilisateurs dès la conception de ces rénovations. Les utilisateurs gestionnaires, professionnels, mais aussi les étudiants, lycéens, j'imagine. Je pensais essentiellement aux personnes chargées de la gestion des bâtiments. Concernant les usagers, pour moi, le fait de les interroger et de les former est plus lié finalement à une adaptation de leur comportement à des bâtiments qui doivent être exploités de manière différente de ceux qui étaient à leur disposition auparavant, en particulier concernant la gestion de l'ouverture, de la fermeture des locaux. Il est pas évident pour des usagers de concevoir qu'il vaut mieux fermer les portes et les fenêtres en période chaude plutôt que de les ouvrir pour bénéficier donc d'une ventilation qui permet de rafraîchir en tant soit peu les locaux. Ceci dit, concernant le confort ressenti par les usagers, donc le ressenti des usagers est vraiment un confort accru très nettement en hiver, même si on arrive à économiser de l'énergie pour le chauffage. En revanche, concernant les périodes chaudes, là c'est un inconfort largement accru, et c'est pour moi l'inconvénient principal de ces bâtiments. Ces bâtiments sont de plusieurs catégories. Certains sont des bâtiments tout neufs, un internat qui a été construit de but en blanc. D'autres bâtiments sont des bâtiments reconstruits. Je pense au bâtiment d'externat que l'on voit en photo sur la diapositive actuelle, qui est un bâtiment qui a été complètement désossé. Il ne restait que les planchers, le toit et les poteaux, et tout a été reconstruit à l'intérieur, et l'enveloppe a été refaite totalement avec une isolation par l'extérieur. Et d'autres bâtiments, eux, ont été rénovés de manière un petit peu plus légère, avec simplement une isolation par l'extérieur. Donc, ces bâtiments génèrent effectivement un inconfort qui est, enfin, nous le vivons dans les jours actuels, qui est assez considérable en période estivale, avec des températures, en particulier l'après-midi, qui sont assez insupportables pour travailler. Donc, pour autant, cette période d'inconfort va effectivement croissant en fonction de l'évolution de la scolarité, puisque la fréquentation des établissements scolaires s'étend de plus en plus dans la période estivale, et par ailleurs parce que donc l'évolution climatique tend également à augmenter ces périodes d'inconfort estival. Donc là aussi, sur la conception des bâtiments, il est très important de prévoir cette composante-là, parce que la conséquence à terme, c'est quoi? C'est de générer des solutions bricolées, de mise en place de climatisation qui ne sont pas efficientes parce qu'elles n'ont pas été conçues et réfléchies au départ. Et donc, ça ne peut avoir que des inconvénients à terme. Je pense qu'également, il serait intéressant, dès la conception des constructions ou des rénovations, de réfléchir à, d'une part, à l'exposition des bâtiments. On sait que pour les bâtiments scolaires, l'exposition est-ouest sur des bâtiments neufs est à éviter parce que, en termes de confort à la fois thermique et de confort visuel, c'est l'exposition la moins favorable. Donc, lorsqu'il y a des bâtiments qui sortent de terre, je pense qu'il est intéressant de travailler sur cette exposition.
Et par ailleurs, concevoir la mise en place des bâtiments en fonction d'un usage aussi mutualisé que possible. Et là, je pense plutôt à l'internat. Nous avons la chance d'avoir un internat magnifique de 180 places, un internat qui est utilisé au tiers de sa capacité. Ce qui est fort dommage, alors qu'il existe des besoins ailleurs sur d'autres établissements de la ville ou de l'agglomération, alors qu'il y a des besoins pour ce qui concerne d'autres utilisateurs potentiels, tels des étudiants, des apprentis, qui pourraient bénéficier de ces installations. Et pour ce genre d'équipement, il me semble que les concevoir dès le départ pour un usage mutualisé, et donc cela veut dire les déconnecter complètement d'un établissement scolaire en les construisant soit sur un site extérieur, soit sur un site périphérique, et en les équipant de tous les équipements leur permettant de fonctionner de manière autonome. Je pense à un service de restauration adapté à la capacité de cet internat, permettrait un usage beaucoup plus efficient, à la fois sur les périodes scolaires, mais également sur les périodes estivales, puisque nous sommes dans une région où les besoins en hébergement en période estivale sont assez nombreux. Donc voilà les éléments de témoignage que je pourrais apporter sur un lycée partiellement et récemment rénové. Merci pour votre témoignage qui effectivement, j'ai envie d'interpeller sur cette question du confort d'été. On en a beaucoup parlé pendant nos échanges précédents sur cet enjeu effectivement on a rénové en fait pour l'hiver et aujourd'hui on se rend compte, surtout dans nos régions, qu'il faut avant tout rénover pour l'été, qu'on arrivera facilement à gérer la période hivernale ensuite. Jessica, ça c'est un constat que vous faites sur les autres lycées également ? Oui, tout à fait. Donc que ce soit, bon, c'est vrai que le fait de rénover peut accentuer effectivement cet inconfort d'été, mais on l'observe aussi sur des bâtiments non rénovés, voilà, peu isolés. Et effectivement, donc on est conscient de ça. On a une réflexion aussi qu'on mène, je dirais depuis, enfin plus récemment, je pense que que la question de la rénovation. Voilà, basse consommation des bâtiments. Et alors, il y a des solutions qui existent, mais c'est vrai que la question est assez complexe. Elle nécessite en fait des simulations thermiques voilà, poussées au stade des études, et c'est effectivement ce que l'on engage maintenant de façon systématique, voilà, pour vérifier l'impact de l'isolation. Effectivement, il y a la question de l'inertie des isolants qu'on met en place. On fait toujours de l'isolation par l'extérieur et de la ventilation double flux pour permettre une ventilation nocturne. Donc, mais voilà, c'est pas suffisant. Ouais. Et il y a une réflexion qui est menée autour de solutions de rafraîchissement passif. De notre côté, avant de passer à des solutions voilà, plus radicales, bien sûr. Tout à fait, c'est quelque chose. Alors, dans le chat, on n'a pas forcément de questions, sauf si j'en ai loupé. Par contre, il y a tout un débat et toute une discussion qui se fait en parallèle. Je trouve ça génial. Donc, très bien, je les reprends pas parce que tout le monde les voit, hein, de toute façon, le chat. Donc c'est très bien que cette discussion-là. Effectivement, sur ce confort d'été, Thierry, ça vous avait, en tant que professionnel depuis des années de ces questions-là, ça vous avait inspiré. Dans les choses qu'on a vues, vous me disiez que ça appelait quelque part à l'intelligence et à l'humilité, ces questions-là, parce qu'on se rend compte qu'on a rénové d'une certaine manière et aujourd'hui, qu'il faut aussi savoir se réadapter et peut-être le penser un peu différemment. Et pourtant, comme disait Jessica, il n'y a pas une solution, il y en a sûrement des multiples, et c'est quelque chose d'assez complexe, cette question du confort d'été, en particulier dans les bâtiments tertiaires. Oui, c'est complexe. Je crois qu'on a une vision trop hivernale de la rénovation. Et finalement, c'est le plus simple, hein. Il fait froid dehors, il faut chauffer à l'intérieur. C'est pas finalement, c'est pas très compliqué sur le plan thermique. L'isolation permet de résoudre une bonne partie des problèmes. Pour le confort d'été, c'est totalement différent parce que vont jouer l'inertie du bâti, de l'infrastructure proprement dit, la question des isolants, la question complexe du déphasage, la question de l'usage
même des locaux, hein, qui n'a rien à voir entre un logement et du tertiaire, qui peut être également très, très différencié. Des fois, l'inertie même peut être un peu contre-productive si on a trop. Donc, c'est difficile à caler. On a des problèmes d'ensoleillement qui vont être différents selon les façades, selon les vitrages, etc. Il y a au moins une bonne vingtaine ou une trentaine de paramètres, sans parler de la ventilation, de l'humidité et de la réponse en quelque sorte physiologique qui est assez différent selon les personnes. Donc, on est obligé de travailler de façon un peu statistique. Bref, c'est drôlement complexe, quoi. C'est complexe. Et or, je pense qu'il faut complètement changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut, au niveau des concepteurs et de la réglementation aussi, là malheureusement, on en est loin, se dire, c'est ce qu'on faisait lorsque j'étais en activité dans un bureau d'études, d'abord, traitons le problème de l'été. Et optimisons pour l'été, avant tout. Et après, on s'apercevait que de toute façon, même sans s'en apercevoir, on avait résolu le problème de l'hiver. C'est plus simple. Or, la réglementation nous invite exactement à l'inverse. Enfin, en gros, pratiquement à l'inverse, quoi. C'est-à-dire, une fois qu'on a rénové sur l'hiver, tout va bien. C'est une erreur profonde et moi, je crains beaucoup qu'on passe énormément d'énergie en ce moment. Et d'argent, bien sûr, et de financement sur des problèmes qui ne sont pas résolus, qui sont en quelque sorte des sortes de grenades dégoupillées qui peuvent nous renvoyer dans la figure avec derrière de mauvaises solutions, comme ça a été évoqué, où on va bricoler des choses, alors qu'en fait, c'est très systémique, hein, le confort d'été, c'est pas simple. Et il faut le prendre à bras le corps, surtout en rénovation. Ouais. En neuf, on y arrive à peu près. En rénovation, c'est vraiment complexe. Et là, je milite, ça a été dit, pour effectivement un travail de simulation dynamique. Surtout ne pas se contenter de la réglementation thermique, qui est uniquement en termes de contrôle et qui ne dit rien en fait sur la conception. Complètement, et c'est des ressorties effectivement dans le chat, ces enjeux-là, enfin, ce que vous évoquez. On a en face dans le chat, je pense, des gens qui sont bien acclimatés, bien acculturés à ces questions-là. Et j'avais envie d'interroger sur cette question, deuxième enjeu très très fort qui a été relevé aussi dans le chat, de la mutualisation des locaux, de la réflexion autour aussi d'une autre approche des usages. Je pense que ça boucle bien la boucle aussi, y compris d'ailleurs sur la question du confort d'été, avec ce qu'on évoquait en propos liminaire, et Sylvain Grisot sur l'urbanisme circulaire, sur le recyclage de la ville sur la ville. Et je trouve que ça fait bien lien avec ce qu'évoque Thierry à l'instant, sur cet enjeu d'humilité, de réversibilité des choix, de savoir qu'on peut aussi refaire, ou de flexibilité des choix et des usages. Comment c'est pour vous, Sylvain ? Encore faut-il s'être posé la question quand on a construit le bâtiment initialement. C'est-à-dire qu'à un moment, un bâtiment, et on le voit, hein, là, il y a eu des stratégies complexes qui ont été utilisées, par exemple, sur le lycée, sur lequel on est venu travailler à la technique. On est venu travailler différemment selon les bâtiments avec différentes techniques. Après, on se pose la question de l'usager. Alors, sans doute, l'est-on posé aussi, mais on voit bien qu'en fait, la technique toute seule ne marche pas. Et le problème, c'est que l'usager, il a du mal à rentrer dans les simulateurs. On a du mal à lui parler, et pour autant, sans lui, ça fonctionne pas. Mais ça veut dire aussi que, à la base, on était sur un bâtiment qui a su évoluer, donc qui était suffisamment sain dans sa conception initiale pour évoluer, qui a été pensé peut-être pour ça, ou simplement qui est un bâtiment intelligent dans sa structure et dans ses fondamentaux, architecturaux ou techniques, qui lui permet finalement d'avoir une seconde vie, etc. etc. Aujourd'hui, on construit avec des formes de suroptimisation, qu'elles soient réglementaires ou aussi par rapport à des normes de mètres carrés, etc. etc. Et conclusion, on en vient, et c'est le fondement de la suroptimisation, hein, la nature est sous-optimale. Et elle est résiliente. Et quand on suroptimise, on a quelque chose qui n'est pas résilient et qui ne sait pas répondre au deuxième besoin que peut-être on aurait pu imaginer, mais certainement pas au troisième qu'on n'arrive pas aujourd'hui à imaginer. Donc, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui finalement des structures qui vont passer le temps,
porter plusieurs manteaux, plusieurs façades avec des évolutions techniques, des obsolescences techniques, mais sans pour autant que la structure, elle soit complètement obsolète. Puis ça repose la question, enfin, qui était extrêmement bien posée à chaque fois, la question au-delà de la technique utilisateur, la question du besoin. À quoi sert ce mètre carré-là? Oui, sur le tertiaire, on peut se poser aujourd'hui des questions sur des évolutions de comportement. Ça veut dire quoi? Des besoins sur certaines typologies de bâtiments tertiaires. Moi, je fais le pari qu'on a aujourd'hui des bâtiments qui sont plutôt en seconde gamme, qui vont connaître une obsolescence accélérée. On anticipe une obsolescence technique, mais en fait, parce qu'ils ont des prestations assez médiocres, en fait, ils ne vont pas correspondre aux besoins aujourd'hui des entreprises qui ont besoin globalement de donner envie à leurs salariés de venir au bureau parce qu'ils ont vécu autre chose et que finalement, la question qui ne pouvait pas être posée grâce à la pandémie, on aura au moins gagné ça, et maintenant posé. C'est maintenant un débat syndical. On va réorganiser ça, et donc ça va avoir un impact sur nos infrastructures tertiaires. Mais par exemple, sur cette histoire d'internat qui est aujourd'hui sous-occupé, voilà, on est aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il est équipé, il est fonctionnel, il peut servir à faire du résidentiel. Alors peut-être n'a-t-on aucun besoin résidentiel, peut-être n'a-t-on aucun besoin sur votre territoire de logement d'étudiants, mais j'ai tendance à en douter. Par contre, on le voit bien, c'est que là-dessus, quand on commence à dire ça, par exemple, faire rentrer des étudiants dans un lycée, on va poser des questions organisationnelles, des questions de droit d'entrée, des questions de clés, des questions d'assurance, des questions d'organisation. Et en France, on préfère toujours plutôt construire un bâtiment neuf que commencer à se poser des questions d'organisation. Et comme l'indique quelqu'un, c'est aussi une question de budget. Si on mutualise, ça permet de construire nos besoins, mais dans ce qu'on existe déjà. Ça fait Mais bien complètement sûr. écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Énormément d'échanges dans le chat. Quelques questions, alors un peu techniques, donc je vais demander à soit nos intervenants, soit nos équipes en back-office de pouvoir répondre sur est-ce qu'il y a des organismes de formation pour la conception et l'isolation énergétique, sur les aides financières également. Il y a quelques questions assez précises où je propose qu'il y ait une réponse écrite pour que tout le monde la voie et pour pouvoir aussi passer à la suite parce que c'est très intéressant et je resterai bien avec vous encore une bonne heure, mais on a dit non, on ne garde pas les gens en visio pendant 8 heures. Donc, je voulais vous remercier beaucoup pour ces échanges. On voit que ça fait vraiment écho sur la question également auprès des participants, sur la question des usages, sur la question de l'enjeu d'accompagner ces usages et notamment auprès des lycéens, sur la question des matériaux qui est revenue beaucoup aussi, sur toutes les réflexions entre les matériaux durables, enfin matériaux renouvelables, le déphasage, des questionnements aussi sur les normes qui complexifient aussi quand on expérimente de nouveaux matériaux qui sont performants mais qui ne rentrent pas dans les clous au niveau des normes. Donc on voit effectivement beaucoup de retours sur ces sujets-là. Et le confort d'été, ça aide, ça interpelle beaucoup aussi. Merci beaucoup à vous, à tous les quatre, donc Nathalie Gontiez de l'ADEME, Thierry Salomon, vice-président de Négawatt, Jessica Gilg, direction de la maîtrise d'ouvrage éducatif, c'est ça, de la région Occitanie, et Lionel Vidal, gestionnaire du lycée Pablo Picasso. Merci à tous les quatre pour vos témoignages et ces échanges. On se retrouve, j'espère, bientôt et je vous laisse quitter la scène. Je garde avec moi Sylvain Grisot.